La publicité, c'est comme les joueurs qui vont sur le terrain pour gagner un match, et nous, on est le coach. C'est-à-dire qu'on va former les joueurs pour qu'ils soient le meilleur possible. C'est mon papa qui bosse dans ce domaine-là depuis maintenant une douzaine d'années. J'ai fait des études en finance, je bossais dans une banque. J'étais d'abord consultant, conseiller bancaire, et ensuite dans la gestion de projet d'une banque zurichoise. Selon moi, c'est pas suffisant de juste regarder des tutoriels, il faut vraiment y aller, faire des tests. Les deux premières choses que je vérifie quand il y a un client qui fait du Google Ads et qui me demande d'analyser son compte, c'est l'exclusion des mots-clés. On a décidé de faire que du Google Ads, car on travaille avec des partenaires pour les autres services. Chacun son métier, chacun son expertise, et les clients apprécient aussi ça d'avoir en fait un spécialiste Google Ads, un spécialiste SEO, un spécialiste site internet, un spécialiste pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on décortique les secrets de la pub Google avec Nicolas, expert absolu en SEA, pour comprendre comment dompter l'algorithme et arrêter de jeter votre budget par les fenêtres. Préparez-vous à bousculer vos certitudes, parce qu'on passe tout de suite au scan de la réalité du marché. Hello à tous, bienvenue dans Focus Talks. Aujourd'hui, on va parler Google, on va parler publicité sur Google, tout ça avec Nico. Hello Nico, comment ça va ? Salut Dylan, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Tu peux un petit peu nous présenter, nous décrire comment tu es arrivé à être dans ce média-là, en fait, sur Google, et faire de la publicité sur Google. C'est grâce à mon papa. Ok. C'est mon papa qui bosse dans ce domaine-là depuis maintenant une douzaine d'années. Donc dans la publicité Google ? Exactement. Ok. Ah. Il bossait dans une entreprise de papier pour les fans de The Office. Il vendait des produits en papier, du papier à lettres, du papier imprimant, des cartons de pizza. Ok. Et ils ont développé un site de e-commerce. Et ils ont commencé à essayer... alors. Exactement. Okay. Exactement. Ils ont commencé à essayer de faire de la pub sur Google. Ouais. Il s'est passionné de ça, il a trouvé ça très intéressant. Et à un moment donné, il s'est dit, ça m'intéresse tellement que j'ai envie de me mettre à mon compte pour aider les autres entrepreneurs à comprendre la jungle de Google Ads. Et donc lui, ça fait maintenant une grosse dizaine d'années qu'il est indépendant, qu'il conseille des entreprises dans ce domaine. Ok. Et il nous a mis le pied à l'étrier avec mon collègue Marc et moi. Ok. Et c'est comme ça qu'on est arrivé dans le monde des Google Ads. Et toi, comment t'as connecté justement avec ton papa du fait qu'il fasse cette activité ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette expertise-là, et qu'après tu as connecté justement avec ton père qui t'a donné de la valeur par rapport à son expertise ? Il voyait une grande variété d'entreprises. Ouais. Et honnêtement, chaque jour, il rencontrait des entreprises dans des domaines hyper différents. Donc c'est vraiment une école de la vie finalement. Okay. Tu rencontres des là, gens tu le suivais à ce moment-là ? Tu suivais son il montrait ce qu'il faisait. Okay. Donc parfois je m'asseyais à côté de lui, il montrait ce qu'il faisait. Et le jour où vraiment on a décidé avec mon associé de se lancer là-dedans, on travaillait avec mon papa et lui il travaille depuis la maison. Donc on était à la table du salon, un à gauche, un à droite. Et on le regardait bosser. Et honnêtement c'est super intéressant. Il y a une partie très technique de paramétrage, d'analyse des données, et une partie humaine où tu échanges en fait avec les clients, et le combo des deux nous a directement plu. Toi, tu viens de quel domaine de boulot ? Tu étais dans quoi avant de commencer ton aventure ? J'ai fait des études en finance, je bossais dans une banque. J'étais d'abord consultant, conseiller bancaire, et ensuite dans la gestion de projet d'une banque zurichoise. Ok, donc ça reste un peu technique aussi, mais... Il y avait ce côté aussi, cette combinaison entre le côté technique, on faisait des analyses de portefeuille par exemple pour nos clients, et puis le côté humain, où on les rencontrait, on discutait avec eux. Et un jour, tu as bifurqué, tu t'es dit, je me mets à mon compte et j'y vais, quoi. Exactement. Ok, très bien. On va commencer un peu l'interview piquant, d'accord ? Avec plaisir. Toujours dans la bienveillance. Toujours. Donc, tout le monde aujourd'hui, comme dans beaucoup de réseaux sociaux, il se proclame expert de ci, expert de ça, expert Google Ads, justement. Après juste avoir vu 3-4 tutos YouTube, tu vois. Et tu penses que vraiment le métier est devenu une jungle de faux experts, ou comment tu te situes là-dedans, quoi ? Il y a des très bons tutoriels. Ouais. On en regarde souvent. Ok. Il n'y a pas un jour où je travaille, il n'y a pas une nouveauté, un bug que je dois résoudre. Donc moi-même, j'apprends tous les jours. On n'est jamais à la fin de ses connaissances. Je pense que la vraie valeur d'expert, elle vient de l'expérience. Ouais. C'est le fait de travailler tous les jours de 8h à 18h sur des comptes Google Ads, de se casser les dents, d'essayer, de réessayer, de rencontrer un grand nombre d'obstacles, en fait, de problématiques que nos clients rencontrent. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok, donc tu es vraiment sur le côté action, quoi. Tu prends quand même une partie informative, passive, on va dire, où tu reçois des informations sur des tutos.
ça te suffit amplement ou tu dois quand même aller plus loin pour avoir de l'information, je veux dire, qui soit valable par rapport à d'autres domaines? Ou tu penses qu'on peut réellement se former sur YouTube ou d'autres plateformes et devenir expert, entre guillemets, de cette matière-là de Google Ads? Honnêtement, ça suffit pas de regarder des tutos. J'en ai regardé beaucoup. Ouais. Souvent, ça se focalise sur un élément d'un compte Google Ads. Et il faut toujours garder en tête l'ensemble, la cohérence du compte, des annonces, de la publicité. Selon moi, c'est pas suffisant de juste regarder des tutoriels. Il faut vraiment y aller, mettre la main plonger dedans, exactement, tester, faire des tests. Et nous, on échange aussi régulièrement avec des stratégistes de Google qui sont attribués aux comptes qu'on gère. Et avec eux, on peut aussi clarifier des éléments, leur poser des questions. Pour les éléments les plus techniques, on y reviendra peut-être après. Mais là aussi, il y a des équipes spécialisées chez Google on en qui nous aident exactement. Et justement, on entend souvent que Google Ads, ça ne fonctionne pas pour mon business X, Y, Z. Est-ce que tu penses que c'est une réalité ou c'est une excuse? S'adapter un peu à tout ou c'est vraiment de niche au niveau du business sur Google Ads? Google Ads en Suisse, c'est adapté à une grande majorité de sociétés. Si tu vends un produit ou un service à des particuliers, dans 99% des cas, Google, ça peut être une plateforme qui peut t'apporter quelque chose. Service aux entreprises, c'est quand même ou des domaines de niche, ça peut être parfois plus compliqué. Donc nous, on a des clients pour lesquels on fait des tests et parfois, c'est vraiment compliqué car c'est du service d'entreprise à entreprise, par exemple, ou des domaines très niches quand les gens ne connaissent pas encore le produit ou le service. Mais tu as un domaine justement qui... Tu sais vraiment éperdument que ça ne sert à rien de faire de la publicité sur Google parce que justement c'est trop niché ou comme ça, ou c'est vraiment... Si tu vends par exemple des outils de précision dans le domaine médical, ça c'est quelque chose, ça te servira honnêtement pas grand chose de faire du Google Ads. Tu penses même en B2B? Ça va être compliqué, les canaux d'acquisition sont très différents. On a fait aussi, je peux te donner un exemple, une campagne pour des urnes funéraires. Un client qui développait des urnes funéraires en carton biodégradable. Donc il voulait un peu surfer sur la vague du côté durable. Exactement. On a fait le test et il s'est rendu compte, donc on a vraiment du bon trafic sur le site internet, mais très peu de ventes. Et en fait, ce domaine-là, c'est vraiment un domaine très fermé. Donc les entreprises travaillent entre elles et autres. Donc Google Ads, c'était clairement pas la bonne porte d'entrée. Donc tu as quand même testé... Tu as vu que ça convertissait. Pour le client, c'était super intéressant. Il a collecté énormément d'informations. Et aujourd'hui, ça l'a aidé à développer son business et il continue de vendre des choses en carton et plus des urnes funéraires. Il a remarqué qu'il y avait un plafond de verre. En fait, c'était c'était vraiment un truc un peu mafieux entre eux qui bossaient. C'est ce que je constate aussi dans certains domaines. Et d'après toi, combien d'entreprises aujourd'hui gaspillent leur budget Google Ads sans avoir de retour sur investissement, sans convertir ou acquérir de clients? Toutes celles qui vont pas régulièrement sur leur compte, les entreprises qui mettent simplement une campagne en route, qui bloquent un budget et qui ne retournent plus jamais sur leur compte, et ça existe. Ces entreprises-là, elles gaspillent clairement leur budget. Parce que je prends souvent la métaphore du jardin, mais un compte Google Ads, c'est comme un jardin. Quand on en prend soin, il reste beau, mais si on n'y va plus pendant 1 mois, 2 mois, on retourne et c'est clairement une jungle. Et donc ça nécessite beaucoup d'entretien au quotidien. Et justement, quelle est la plus grosse erreur que tu retrouves régulièrement sur les comptes Google Ads que tu reprends Tu as une erreur vraiment fréquente qui revient? Les 2 premières choses que je vérifie quand il y a un client qui fait du Google Ads et qui me demande d'analyser son compte, c'est l'exclusion des mots-clés. Donc il faut s'imaginer quand on fait de la publicité sur Google, on met à disposition de Google une liste de commissions, puis on dit si quelqu'un cherche ces termes-là, je veux apparaître avec mon site internet. Mais on peut aussi faire une liste négative. Donc on peut donner une liste à Google de termes et décider que pour cette liste-là, on ne veut pas apparaître. Je donne un exemple. Par exemple, si j'ai une pizzeria à Genève et que quelqu'un cherche recette pizza, forcément le terme recette, il n'est pas pertinent pour moi. C'est quelqu'un qui veut le faire à la maison. Donc ce terme-là, je pourrais l'exclure et donc dire si dans la recherche d'une personne, il y a le terme recette qui vient, je ne veux pas afficher ma publicité. Et donc de ne pas avoir de liste de termes qui sont exclus, c'est souvent une des premières raisons de budget qui est gaspillé. Donc tu remarques cette erreur fréquemment quand tu récupères des comptes Google Ads justement, c'est que les gens ne mettent pas les mots excluants en fait, ils mettent que les mots qu'il faut taper. Exactement. Donc ça veut dire qu'effectivement quand quelqu'un tape recette pizza, ils reçoivent le clic ou la demande, mais c'était pas attribué pour une pizzeria. Ce qu'on appelle un clic de chef finalement, parce que tu payes le clic à Google, mais derrière la personne elle arrive sur ton site, elle se dit ah non mais il n'y a pas de recette de pizza, ils veulent juste me livrer une pizza, ils repartent. Mais Google a encaissé Exactement. Est-ce que tu penses que certaines agences elles vivent davantage des honoraires de gestion que réellement des résultats qu'elles génèrent pour leurs clients? Je sais qu'il y a différents modèles tarifaires par agence.
certaines agences pratiquent un modèle tarifaire en pourcentage du budget qui est investi, aux performances et autres. Nous, typiquement, dans notre agence, on a des systèmes forfaitaires. Et donc, comme ça, c'est très transparent vis-à-vis du client. C'est ce qu'on apprécie. Et pourquoi il y a autant d'entreprises qui ressortent déçues, justement, de leur expérience d'avoir travaillé avec une agence Google Ads? Il faudrait leur demander. Mais est-ce que tu as entendu des retours, justement, parce que des gens qui arrêtent de bosser avec toi, est-ce que tu leur demandes pourquoi ils arrêtent? Généralement, ça se fait, quoi. Tu peux pour justement te resituer. Bien sûr, c'est très important. Je pense que c'est essentiel, en début de collaboration, de fixer les objectifs avec l'agence. Souvent, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a un manque d'échange et de transparence. C'est-à-dire que l'entreprise, elle vient avec un projet de publicité. L'agence met en œuvre les publicités sur Google. Ensuite, derrière, il y a peu d'échanges, il y a peu de discussions. Les agences se contentent de faire des rapports chiffrés extrêmement détaillés. Mais ces rapports-là, finalement, personne ne les lit. Et même quand on a l'info, on en fait quoi, finalement, de cette information? Et donc, chez nous, on privilégie vraiment la relation avec le client. Quand on a les bilans, on fait très régulièrement des bilans avec nos clients. Tu les fais de manière quoi, visio ou par téléphone, plutôt que justement des chiffres sur un Word ou un fichier Excel? Exactement, on fait des visios. Nous, on n'envoie quasiment jamais des rapports à nos clients, sauf s'ils le demandent. On a accès à tout, mais on le fait quasiment jamais. On privilégie un échange, en fait, où on discute de leur entreprise, des affaires, des projets qu'ils ont, de leur site internet. On s'appuie sur tout ce qu'on a récolté sur Google Ads. Il y a énormément de données qu'on a récoltées, mais nous, on prémâche le travail pour nos clients. Et à la fin, c'est juste une discussion d'entrepreneurs. Accès, je pense, pédagogie, en disant, voilà, là, tu as eu ci, qui devrait te procurer ça. Intéressant. Il y a un côté enseignant, c'est clair. Tu parles de pédagogie. Il faut réussir à vulgariser toutes les infos qu'on a là-dessus. Et c'est vrai que si on n'est pas tous les jours dans Google Ads, on peut réellement se perdre sur un compte et puis rien en tirer, alors que c'est une mine d'informations géniale. Donc, c'est vraiment ce que tu retiens des gens qui sont déçus d'avoir collaboré avec une agence Google Ads, de publicité Google, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de communication. Ils envoient des rapports avec des milliards de chiffres dessus. Effectivement, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Une fois que tu sais lire 1+2, mais qu'est-ce que ça a généré de mon côté, quoi. Et aussi, qu'est-ce que tu penses des agences full service qui font du SEO, du SIA, du Meta Ads, enfin tout ce qui est publicité sur Facebook, Instagram, etc., du branding, du content marketing, enfin tout ça. Qu'est-ce que tu penses que ça, c'est pas trop, ils se dispersent pas trop ou par rapport Des clients apprécient d'avoir une personne de contact ou une entreprise de contact pour finalement tous leurs services digitaux. Ça doit être une grosse structure, parce que nous, on se rend compte, on est 2 dans notre entreprise, on fait du Google Ads tous les jours, à 2, à 100%. Et donc, si tu veux pouvoir offrir ce service à des sociétés, tu dois avoir aussi les ressources nécessaires. Et donc, tu dois avoir dans ton agence un spécialiste Google Ads qui s'occupe que de ça. À chaque domaine. S'il fait du Google Ads, mais que l'après-midi, il va faire des photos, qu'il fait des vidéos en même temps, il fait exactement des choses comme ça, ça va être compliqué de tout faire. Donc, ça peut être un service pour les plus grandes agences. C'est un peu le ressenti, c'est que les agences, on va dire 360, généralement, elles font un petit peu de tout. Mais comme tu dis, à part si tu dis, non, j'ai mon expert Google, j'ai mon expert Meta, j'ai mon expert, je sais pas, développement, etc. Effectivement, ça paraît un petit peu compromis d'être assez bon dans le domaine. Clairement, et c'est pour ça que nous, on a décidé de faire que du Google Ads, car on travaille avec des partenaires pour les autres services. Chacun son métier, chacun son expertise, et les clients apprécient aussi ça, d'avoir en fait un spécialiste Google Ads, un spécialiste SEO, un spécialiste site internet, un spécialiste pour les réseaux sociaux. Et en fait, tu as des professionnels dans chaque domaine qui peuvent te Donc, tu bosses un peu en freelancing avec des gens qui sont eux aussi experts dans leur domaine, parce que toute la journée, ils se butent au Meta Ads, au SEO, etc. Tu as l'avantage d'une grande agence avec les avantages d'une petite agence. Et justement, par rapport à ça, vu que Google, comme beaucoup de plateformes, pousse à l'automatisation, tu sais, il y a l'IA qui commence à se mettre un peu partout, enfin qui se mettent déjà pas mal partout, est-ce que tu penses que les experts justement SIA sont en train de devenir inutiles? Ce matin, j'ai fait une campagne pour un client qui a un cabinet de massage, un salon de massage, et sur son site internet, lui qui vient de lancer son cabinet, il avait créé un pop-up pour des portes ouvertes. Et dans ces portes ouvertes, il expliquait justement que les gens étaient bienvenus, qu'il y avait des boissons, des snacks, qu'il y avait des présentations, etc. Et ce matin, j'ai fait un test, j'ai lancé une campagne pour ce nouveau client, et il y a l'IA de Google qui propose de créer en fait la publicité elle-même. J'ai fait un test, Google a été pioché sur le site internet, et dans les titres de la publicité, c'était écrit « snacks et boissons gratuites ». Alors que c'était ce qu'il avait mis en avant pour ses portes ouvertes. Donc vraiment, aucun lien.
honnêtement, aujourd'hui, en 2026, je pense pas que l'IA est prête à remplacer le travail humain. Ouais. On voit que Google pousse énormément pour implémenter l'IA dans la gestion des campagnes, mais le regard humain, l'expérience humaine est quand même encore essentielle. Ok. Parce que justement, qu'est-ce que tu penses de toutes ces implémentations d'IA? Alors effectivement, il y a certains domaines où ça fonctionne pas mal du tout, mais c'est vrai qu'il y a encore des domaines comme la génération de statique, tu sais, de vidéos et tout ça. C'est une révolution du marketing digital ou moyen pour Google de prendre encore plus de contrôle? Les deux. Ok. Google, c'est son petit bébé, les Performance Max. Peut-être pour résumer pour les gens qui nous écoutent, c'est une campagne multicanale. Google, c'est pas seulement je recherche quelque chose dans mon c'est téléphone. pas qu'un moteur de recherche. Ouais. Exactement. Donc il y a aussi YouTube, il y a Gmail, il y a des bannières sur les sites internet. Si vous allez sur des sites de nouvelles, par exemple, vous verrez souvent de la pub apparaître. Ça, c'est aussi Google. Donc c'est beaucoup de canaux qui vous permettent de toucher vos clients. Ouais. C'est une campagne que nous, on appelle de plantage de graines. On va créer notamment de la notoriété. C'est une alternative, en fait, aux réseaux sociaux, d'une certaine manière. Google a beaucoup plus de contrôle sur une campagne Performance Max qu'une campagne classique par mots-clés. Ouais. Google pousse énormément la Performance Max. Il y a quelques années, elle n'était pas très performante. Elle était juste Max. Et aujourd'hui, honnêtement, ça commence à devenir bien. Quand on le fait en complément avec une campagne par mots-clés, ça fonctionne honnêtement bien. D'accord, ouais, parce qu'il y a... Moi, je bosse sur Meta, justement, donc Facebook, Instagram en publicité, et je vois, ils poussent à chaque fois, justement, l'IA pour refaire les textes, l'IA pour refaire les créatives, l'IA pour faire tes campagnes. Et j'ai testé au début, parce qu'il ne faut pas être non plus con, tu vois, faut toujours goûter pour pas aimer, tu vois. Moi, je goûte toujours les plats, puis après, je dis je n'aime pas, ou ça me... Voilà. Mais c'est vrai que même encore là, cette année, j'ai réessayé des campagnes autour de ça, et c'est pas encore super percutant, quoi. Donc, du coup, le manuel est encore un petit peu, je trouve, prime encore sur tous ces effets-là. Ça risque de changer dans les prochaines années. Ouais, tu penses pas que c'est justement... Moi, je pensais que c'était des effets de manche, tu sais, un petit peu pour déjà, parce que chaque jour, il y a une société qui fait une IA de ci, une IA de ça. Tu sais, chaque jour, il y a une nouveauté. Donc, pour pas perdre le fil, il faut toujours dire qu'on fait quelque chose. Tu sais, c'est les effets de Meta dit, ouais, j'y mets Andromeda sur tous les business managers, c'est l'IA qui va suivre, targeter ton client, enfin vraiment optimiser le fait de tes dépenses. Voilà. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi des effets, tu sais. Tout le monde part à gauche, tout le monde part à droite, tout le monde va chez Google, après va chez OpenAI, après va chez ci. Et au final, ils sont tous en déficit. J'exagère, pardon, mais ils sont tous en déficit. Tu vois, OpenAI qui est toujours, qui est toujours pas bénéficiaire par rapport à ses activités. J'ai vraiment l'impression qu'ils nous font courir à gauche, à droite, puis au final, il n'y a pas grand-chose réellement qui se passe, quoi. Je sais pas si tu partages mon ressenti. On ressent un peu la même chose, pour être honnête. On a aussi beaucoup d'informations comme quoi Google développe des nouvelles choses. Finalement, ils repoussent, ils font des tests aux USA souvent. Ouais. Et ensuite, quelques années plus tard, ils implémentent ça en Europe, puis en Suisse. Donc, effectivement, Google avait un monopole incroyable. Il y a quelques années, il n'y avait même pas de question. Tu googlais quelque chose quand tu cherchais un produit ou un service. Puis maintenant, forcément, ils sentent le souffle sur leur nuque d'autres géants qui essaient de se faire une place au soleil. Ouais. Et donc, ils sentent qu'ils ont aussi besoin de faire quelque chose. Donc ça, on leur remarque que Google pousse l'IA. Ok. Mais après, c'est pas forcément que c'est efficace, tout de suite, quoi. Faut quand même pas tout, je pense, déléguer et donner à cette IA, tu vois, qu'on nous vend comme le nouveau Messi, mais je pense qu'il faut quand même encore garder un petit peu la main sur ce qu'on met en place, que ça soit sur Google, sur Meta ou autre, quoi. Enfin, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Ouais, et je ne suis personne, quoi, donc, mais... Non, je suis du même avis que toi. Nous, on garde toujours un regard très humain, on contrôle tout manuellement, ce qui est très important. Et est-ce que tu as déjà récupéré un compte publicitaire justement Google complètement détruit par une mauvaise gestion, vraiment un truc saccagé, quoi? Complètement détruit, le terme est peut-être un peu fort, mais je rebondis sur ce que j'ai dit avant, mais lorsqu'on lance une campagne Google, parfois depuis la fiche d'établissement, c'est cette fameuse fiche où on a les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, et qu'on lance une campagne, Google appelle ça une campagne smart, campagne intelligente, et honnêtement, il y a peu de paramétrage, donc on fixe un budget, on dépense ça. Les premières semaines, on est très motivé en tant qu'entrepreneur à suivre les Google Ads. Et puis, parfois, le suivi n'est plus là au fil du temps. Et là, on se rend compte qu'il y a des grosses choses. Je reprends ma métaphore du jardin. Ouais. Mais si on n'y retourne plus pendant 1 année, 2 ans, j'ai déjà rencontré des clients qui avaient oublié leur mot de passe pour se connecter à leur Google Ads. Intéressant. Donc, ça voulait dire qu'il y avait quelques mois qui s'étaient écoulés. Qu'ils n'avaient pas... Exactement. Donc, ils laissaient tourner un budget sans forcément avoir les bénéfices. Sans y toucher, Voilà, ils ne savaient pas ce qui se passait, quoi. Exactement. Okay. Et dans ce cadre-là, c'est difficile d'avoir des bonnes performances. Donc, complètement détruit, c'est peut-être
un peu exagéré. Ouais, mais c'est pour... Mais par contre, c'est clair que le budget, il n'était pas bien investi. Moi, je dis, là, vous faites un don à Google si vous continuez comme ça. C'est ça, c'est vrai qu'ils ont besoin d'argent, quoi. Mhm. Et du coup, est-ce qu'il t'arrive de refuser des clients, justement? Et si oui, pour quelle raison? Rarement, car la plupart des clients qui nous contactent, ils ont une raison de faire des Google Ads. Ouais. Il y a des services très spécifiques, comme je le disais au début, ouais. qui sont pas forcément pertinents au niveau des Google Ads. J'avertis mes clients, je leur dis, d'expérience, on sait que ça va être compliqué. On peut faire un test, 3 mois, 6 mois, on analyse les données, comme avec le client des urnes funéraires, par exemple. En carton. Exactement. Ouais. Ou du conseil aux entreprises. Dans ce domaine-là, on fait un test. Donc, certains clients disent non, alors je préfère faire un autre chemin, par du réseautage, par d'autres chemins. Canal d'acquisition. Exactement, d'autres canaux d'acquisition. Mais c'est rare qu'on refuse un client. D'accord, donc tu considères tous ceux qui viennent vers toi et après peut-être tu les réorientes si tu penses que c'est pas pertinent, ou alors tu fais une fast test en avertissant que quoi. Exactement. Et si on voit qu'il n'y a pas de performance, on n'a aucune crainte à dire qu'il faut arrêter. Ouais, non, je pense être transparent, parce que c'est vrai que, comme tu le disais avant, dans cette jungle générale de toutes ces publicités où tout est fait pour que ça soit relativement facile de faire une publicité, où tu appuies sur un bouton booster, tu mets ton petit capital, ton petit budget pour la publicité, puis tu penses que tu vas devenir milliardaire ou que tu vas vendre 500 000 pièces de ton stock. C'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire, quoi. Mais je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais c'est souvent, on récupère justement ces gens qui ont cru que c'était facile de le faire, puis qui ont dépensé pas mal de budget, puis du coup, après, ils se disent « Ouais, mais alors, c'est pas si facile que ça », donc ils reviennent vers expert entre guillemets, parce que voilà, hormis le fait que tu expériences tous les jours ton Google Ads, et qui reviennent vers toi, puis ils ont plus de budget, puis ils sont déçus. Et puis est-ce que ça t'arrive ces cas de figure là justement où tu récupères des gens déçus de la plateforme Google, parce que Google a mis en place des choses qui justement pensaient être intuitives, et puis au fait ça sert à rien, quoi. Exactement, c'est un cas de figure qu'on rencontre souvent. Des gens qui ont dépensé des budgets Google pendant des mois, des années parfois, sans vrai résultat. Et ils voient le débit sur leur carte de crédit. Donc Google ne se prive pas d'aller prendre l'argent. Par contre, derrière, eux, ils ne voient pas de nouveaux clients dans leur magasin ou de nouvelles réservations. Donc ils viennent vers nous et on sent qu'ils ont besoin d'aide. Ils sont dépassés, ils n'ont pas le temps, ni les connaissances, ni l'envie de le faire eux-mêmes. Un peu déçu, mais après, les attentes sont élevées, c'est clair. Ils estiment qu'on est un peu le Messie qui va pouvoir changer cette situation. Et nous aussi, on est très clair avec ça. On peut... Moi, je prends toujours la métaphore du coach de foot. Ok. Les publicités... la métaphore du jardin et la métaphore du coach de foot. Exactement. La publicité, c'est comme les joueurs qui vont sur le terrain pour gagner un match. Et nous, on est le coach. C'est-à-dire qu'on va former les joueurs pour qu'ils soient le meilleur possible. C'est notre garantie à nous. Et après, est-ce que les joueurs gagnent tous les matchs? Pas forcément, mais en tout cas, on les aide et on va analyser les raisons éventuellement de l'échec ou alors de la réussite aussi. Toujours analyser la réussite. J'ouvre une parenthèse, et ça c'est super important d'analyser aussi quand ça fonctionne bien. Parfois, quand j'ai des discussions avec des clients, s'il y a des périodes où ça fonctionne moins bien au niveau du nombre de réservations, de produits vendus, ils posent beaucoup de questions. Ils veulent comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, et c'est normal, et on les aide à comprendre. Quand ça fonctionne bien, ils sont juste contents. Et je leur dis, c'est maintenant qu'on doit être très fort dans l'analyse, comprendre pourquoi est-ce qu'on a du succès. Clairement. Est-ce qu'on a changé de produit? Est-ce qu'on a changé le site internet? Est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est la concurrence? Et c'est là qu'on doit faire un effort presque surhumain, parce que l'être humain, il est content quand il a du succès. Il n'analyse pas. Exactement, et de vraiment faire l'effort d'analyse. Ok, intéressant, très pertinent, quoi. Et justement, ce jeu que joue Google, alors on comprend, il ponctionne de l'argent de tous les côtés. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu, justement, pas très fair-play de faire croire aux gens que tu peux mettre des budgets X, Y, Z, de paramétrer 3 trucs et puis que ça va fonctionner? Moi, je trouve que c'est assez... c'est pas très fair-play, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est vraiment le truc que je trouve un peu bizarre, parce que les gens veulent faire par eux-mêmes, comme beaucoup de choses, comme sur Instagram, ils vont poster leurs vidéos en pensant que, puis après ils s'aperçoivent que c'est pas si facile que ça. Et en fait, toutes ces plateformes rendent un peu facile... c'est facile l'accès, mais en même temps, c'est pas servir la personne qui veut réellement faire, parce qu'au final, elle s'épuise, puis nous, on les récupère épuisés, financièrement, épuisés moralement, tu vois. Et je trouve que ça dessert un peu la cause, à mon avis, quoi. Mais bon, tu me diras, ils encaissent des milliards, donc ils s'en foutent un peu. Mais il y a clairement une barrière à l'entrée pour les entrepreneurs qui sont pas forcément à l'aise avec les outils digitaux. Et que les applications, justement, font croire que non, quoi. Exactement, ils ont des assistants avec des petites étapes, tu fais 2-3 clics, tu paramètres une campagne. Parce que Google, je pense, leur plus grande crainte, c'est que les gens ne se lancent pas dans les Google Ads pour des raisons de connaissance. Ils se disent c'est trop compliqué de lancer une campagne. Donc eux, ils font en sorte que ça paraisse simple.
les premières semaines, ça va fonctionner. Oui. Puis une fois que tu es dedans, tu continues et tu t'arrêtes jamais. Et après, j'avais posé la question justement à Arnaud qui parlait de Meta Ads. Et qu'est-ce qu'on peut... Alors, c'est vraiment le moment complotiste du podcast. C'est, au final, ils te servent les chiffres que tu veux, quoi. Google, ils disent ce qu'ils veulent par rapport à des budgets dépensés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que qu'est-ce que réellement tu es sûr des chiffres, des datas que tu reçois de Google? Parce que j'ai justement, des fois tu dis, ouais, je mets 10 francs, j'ai tant de vues, enfin tant sur 1000 personnes qui ont vu la publicité, des fois c'est 20, des fois c'est 200, tu vois. Donc il y a un moment, je me posais la question, je me disais, mais au final, est-ce que vraiment, on peut rien vérifier, quoi? Facebook, enfin Meta te donne des chiffres, tu dis, ok, tu fais tes analyses, Google te donne des chiffres, tu dis, ok, des fois c'est plus cher, des fois c'est moins cher. Mais alors, comme tu dis, à toi de pousser l'analyse, à se dire est-ce que c'est le créatif, est-ce que c'est le mot-clé, est-ce que c'est le site. Mais au final, enfin, voilà, quoi, c'est vraiment le truc. Je me dis à chaque fois, on dit oui, mais on ne sait pas réellement si ce sont des vrais chiffres, si réellement ils diffusent la publicité au plus grand nombre. Enfin voilà, c'était la petite remarque complotiste. Non, c'est clair. Je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est une bonne remarque. Ouais. La fiabilité des données qu'on récolte sur Google Ads, elle est hyper importante. Parce que nous, après, on appuie nos discussions avec nos clients là-dessus. Les clients prennent leurs décisions sur la base des chiffres. Et la fiabilité des chiffres, elle est extrêmement importante. C'est pour ça que parfois, je dis à mes clients, on s'en fiche des chiffres qu'on voit sur Google Ads. À la fin, est-ce que votre agenda, il est plein ou pas? Ouais, donc c'est vraiment la conversion, quoi. Exactement, c'est ça l'élément clé. Les chiffres sont un moyen de, mais c'est pas un tout, quoi. C'est pas là-dessus qu'il faut se baser, quoi. Et multiplier le nombre de plateformes qui peuvent collecter des chiffres, ça peut quand même aider. Typiquement, d'analyser le trafic pas uniquement via Google Ads, mais via d'autres plateformes, ça peut être intéressant. Ok. Donc jamais tout donner, enfin mettre, comme on dit, les œufs dans le même panier, quoi. C'est vraiment pour l'analyse des données. Pour l'analyse des données, ouais. Dire ok, Google nous fournit certains chiffres. Après, tu croises avec la réalité. Est-ce que toi tu vends de ton côté? Oui. Et puis tu peux avec avoir ton des CRM, données, parfois les CRM des clients peuvent aussi identifier la source de la commande ou de la réservation. Très bien. Est-ce que justement sur Google Ads, on peut réussir, même si on a un produit, une mauvaise offre en fait, mais un gros budget à dépenser? Pas longtemps. Ok. Pas longtemps. C'est extrêmement important que l'offre soit aboutie. Je vais reprendre une métaphore. Ah. Après le jardin et le coach de foot, qu'est-ce qu'on a? Exactement, on a le restaurant de bord de plage. Et voilà. On s'est tous déjà promenés peut-être en Italie le long d'une plage, dans un coin touristique où il y a plein de restos qui s'alignent. Ouais. Ça, il faut s'imaginer que c'est Internet. Donc toi, tu te promènes en tant que client là. Les rabatteurs, ouais. On les voit dans les zones touristiques. Ouais. Ils t'amènent vers un restaurant plutôt qu'un autre. Ça, c'est Google Ads, qui vont dire aux clients, viens dans ce restaurant-là plutôt qu'un autre. Mais ils font que ça. Une fois que tu arrives dans le resto, donc c'est l'offre du client final, ouais. C'est le site internet, c'est l'offre, le service. Ça, c'est la responsabilité de l'entrepreneur, ouais. Exactement. Et donc, tu peux amener tout le monde que tu veux sur ton site internet, tu peux avoir du trafic super qualifié. Si derrière le site internet est mal fait, si ton offre n'est pas aboutie, si le prix ne correspond pas au marché, ouais. Tu vas juste faire un don à Google. Merci pour ces métaphores, Nico, qui nous permettent de bien... justement nous projeter dans les différentes problématiques. Ok. Et justement, il y a les gens en général, ils veulent plus de trafic. Tu vois, les entreprises veulent plus de trafic. Est-ce que c'est vraiment le principal problème, ou tu penses qu'il y a d'autres choses plutôt à voir que moi je veux du trafic, je veux 15 000 personnes par jour sur mon site ou sur ma page ou sur site. Qu'est-ce que tu penses que c'est vraiment le problème principal pour une entreprise? Lors d'un bilan, il y a quelques mois, il y a un client qui me dit j'ai eu que 1000 clics ce mois. Ouais. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui est important pour toi finalement? Ouais. Et il a dit, moi je veux des mandats, je veux des clients qui me mandatent. Je lui dis, d'accord, alors on va analyser les mandats. Souvent, quand on commence Google Ads, on va beaucoup analyser les clics, ouais. Donc le nombre de personnes qui arrivent sur son site, et qu'est-ce que ça nous coûte pour chaque clic. Ça, c'est les discussions que j'ai souvent avec des clients qui gèrent eux-mêmes leur campagne. Okay. Au fond, bien sûr que c'est important, pour moi c'est des facteurs d'hygiène. Ouais. Si je vois que le nombre de clics baisse drastiquement, si je vois que le coût par clic augmente, là, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Okay. Mais la réalité, c'est que 99,9% des gens qui font du Google Ads, ils le font pour avoir plus de clients. Donc, c'est ça qu'on va analyser, c'est que font les gens une fois qu'ils sont sur le site. Est-ce qu'ils te mandatent? Est-ce qu'ils réservent? Est-ce qu'ils achètent un produit? Et puis, la qualité du trafic. Si tu as une pizzeria à Genève et puis qu'en fait, les gens cherchent une boulangerie à Genève et que tous les clics, c'est pour des gens qui cherchent une boulangerie à Genève, t'as beau avoir 1000 clics, c'est nul. C'est ça. Donc je préfère avoir 100 personnes qui cherchent une pizzeria à Genève que 1000 qui cherchent une boulangerie. Ouais, on revient vraiment toujours sur la conversion, quoi, en fait. Exactement. Tu peux avoir 3 clics, mais si les 3 clics convertissent, ça veut dire que tu acquiers un client ou un mandat ou autre.
voilà quoi. Que si tu as mis le clic et puis comme tu dis, c'est des gens qui cherchaient des croissants ou des pains au chocolat puis ils tombent sur une pizzeria. Clairement, ouais. Donc c'est pas le problème principal, le trafic, c'est vraiment la conversion. La qualité du trafic, quoi. exactement. Est-ce que les gens viennent pour les bonnes raisons et qu'est-ce qu'elles font ces personnes une fois qu'elles sont arrivées sur le site? Et ça, c'est le deuxième point essentiel qu'on retrouve très peu sur les comptes qui sont autogérés, c'est le suivi des conversions. Ouais. En fait, Google a besoin de savoir ce que font les gens une fois qu'ils arrivent sur le site. Et ça, c'est technique. Donc pour mettre en place ça, c'est difficile de le faire sans connaissance technique, de savoir qu'une personne qui est arrivée sur ton site a fait une réservation, qu'une personne qui est arrivée sur ton site t'a appelé, s'est abonnée à la newsletter, est allée voir une vidéo, a commandé un produit, l'a ajouté au panier, mais elle n'a pas finalisé le paiement. Ouais. Toutes ces données-là, il faut pouvoir les collecter au niveau technique. Puis après, comme ça, on a des données fiables pour parler avec nos clients. Ouais. Et typiquement, si on voit qu'il y a 1000 personnes qui ont ajouté un produit au panier, qu'il y en a ensuite 100 qui ont cliqué sur « finaliser ma commande » et 95 qui ont payé, c'est-à-dire qu'on perd 90% de son trafic entre le panier et la commande finalisée. Ça veut dire qu'il y a clairement un problème dans l'expérience clientèle. Okay. Donc ces données-là, elles sont extrêmement importantes. Tu débunks comment, justement? Tu refais le parcours client, tu regardes où il y a des points de friction, des choses comme ça. Enfin, explique-nous un petit peu sans donner trop de Chaque fois qu'on fait un bilan avec nos clients, la première chose que je fais, avant de commencer la visio avec mes clients, je prends mon téléphone portable, je vais sur le site du client et j'essaye. J'essaie d'ajouter un produit au panier, j'essaie de réserver, j'essaie de m'abonner à la newsletter, j'envoie un formulaire de contact. 95% du temps, je vois quelque chose. Okay. Un obstacle, quelque chose qui ne va pas être clair, quelque chose qui n'est pas responsive au niveau du natel. Ouais. Il y a toujours quelque chose à modifier, à améliorer. Et souvent, on remarque aussi que lorsqu'on améliore ces obstacles, qu'on les élimine, en fait, le taux de conversion, il augmente. Ok, donc c'est pas forcément le produit qui était pas bon, l'offre qui était pas bonne, mais plutôt le chemin pour y arriver, quoi, c'est ça, qui mettait des frictions et la personne se déconnectait ou allait voir autre chose. Ok, exactement. D'accord. Intéressant. Et dis-moi aujourd'hui, Nico, il vaut mieux investir dans Google Ads ou dans Meta Ads? Défends-moi ça. Google Ads, pour commencer, ouais. C'est le retour sur investissement le plus clair à court terme. Ça dépend aussi du produit et du service que tu veux vendre et de l'objectif. Bien sûr. Meta Ads est très complémentaire à Google Ads. Okay. Si tu cherches la notoriété, des ventes émotionnelles, des choses comme ça, Meta Ads est clairement indiqué. Ouais. Google Ads, si c'est quelque chose que les gens connaissent, un service, un produit que les gens connaissent, Google Ads, ça amène directement la personne sur ton site internet. Donc c'est complémentaire, quoi. Extrêmement complémentaire. On va revenir sur l'IA justement. Est-ce que tu penses que ça va dans les prochaines années va remplacer carrément les agents SIA, donc les agents qui font de la publicité sur Google? Tu penses que ça va gommer tout ça? Étant donné les expériences que j'ai fait ces derniers temps avec T'as le sourire. l'IA Max de Google, comme on en parlait avant, ils reprennent simplement quelque chose sur le site. Moi, j'avais un exemple aussi d'annonce où c'était écrit conditions générales. Google avait créé une publicité conditions générales parce qu'il y avait une page conditions générales sur le site de mon client. Ouais, donc on est encore loin de pouvoir faire entièrement confiance à l'IA. Ouais. C'est clair que l'IA va nous aider. Dans quelques années, je pense que notre job sera différent. Ouais. Et nous, ça nous convient. Peut-être qu'on va pouvoir délaisser des tâches répétitives, des choses de création, de monitoring, pour simplement discuter d'humain à humain avec les clients, c'est ça. De parler de stratégie d'entreprise, de parler de services, d'offres, parler de la concurrence, des choses comme ça, en fait, qui sont vraiment intéressantes. Et toutes ces choses un peu répétitives de création, exactement, de les laisser à l'IA. Et je les vois plus en complément, en aide, que totalement remplacer. Quoi. Ok, très bien. Et si tu devais citer une pratique qui fait perdre le plus d'argent aux entreprises sur Google Ads, ça serait laquelle? Pas exclure des mots-clés et pas installer le suivi des conversions. Les deux premières choses que je vérifie quand et sur 100%, c'est quoi? C'est 99% des gens qui le font pas? Ouais. Alors qu'ils le font bien les deux, il y en a peu. C'est rare. Il y en a peu. Est-ce qu'ils gagnent un petit chocolat quand ils le font les deux? Je les félicite. Non, mais c'est clair. Alors, exclure les mots-clés, c'est relativement simple si on sait où cliquer dans le compte et puis le faire correctement. Okay. Parce que là aussi, Google met des pièges. Ce sera le sujet d'un autre podcast. Faut l'avoir conscientisé aussi, quoi, le fait qu'il ne faut pas associer des mots avec d'autres, tu vois. Exactement. Donc ça pousse effectivement, quand tu fais ça, je veux dire, de côté, tu n'as pas toutes ces données que toi, tous les jours, tu fais ça automatiquement, tu vas vérifier ça. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est important de. C'est un défi, honnêtement, quand on n'est pas là-dedans tous les jours.
Mais c'est vrai que de nouveau, comme on disait avant, les barrières à l'entrée ils paraissent tellement faibles actuellement pour faire des vidéos, pour devenir une star, pour vendre des produits, pour créer une marque d'habits, tu vois, que les gens s'y mettent, puis tout le monde est déçu parce que c'est, mine de rien, il faut avoir un certain état d'esprit, il faut effectivement avoir une certaine expertise. Et comme tu le disais, si tu bosses pas tous les jours dessus, bah, tu vas pas savoir qu'il faut aller à gauche là et un petit peu à droite ici pour trouver cette donnée-là parce que tu vas survoler, tu vas dépenser de l'argent, tu vas dire ça sert à rien. Enfin, on connaît le schéma, quoi. On reçoit, je pense, tu reçois aussi des gens qui ont vécu ça en se disant mais moi je sais faire du Google Ads, je sais faire du Meta Ads, je sais faire des vidéos, je sais faire des TikTok, des trucs, puis au final ils grillent beaucoup de budget, ils burnent leur capital aussi, pour leurs capitaux pour rien. Puis du temps, ouais. C'est du temps que tu fais pas justement à autre chose dans ton domaine d'expertise qui est, si c'est de vendre des salades, ben vends des salades et puis délègue les choses que tu peux déléguer. Ouais. J'ai beaucoup de clients qui commençaient par exemple une affaire, une entreprise, et ils passaient 80% de leur journée à faire du contenu pour les réseaux sociaux. Ouais, mais ils ne faisaient pas leur métier. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils étaient community managers ou créateurs de contenu et gestionnaires de réseaux sociaux. Et ils n'étaient pas entrepreneurs dans ce qu'ils aimaient faire. Une des premières questions que je pose à toutes les personnes avec qui on travaille, c'est qu'est-ce que vous aimez faire et vous êtes fort dans quoi? Zone de génie. Exact. Ouais. Non, c'est clair, il faut situer les choses. Mais c'est ça, c'est le problème, c'est la masse d'informations qu'on reçoit, la facilité de faire les choses, qu'on pense que c'est facile de faire les choses, bah, ça fait que tu dilues, en fait, tu perds ton attention qui devrait être focalisée sur ton domaine, ta zone de génie, ton domaine d'expertise. Et puis tu dis non, mais ouais, c'est hallucinant quoi, comment tu passes des heures à monter une vidéo, faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ton produit ou ton. C'est abusé quoi. Exactement. Et justement, quel est le plus gros mensonge que l'on raconte aux annonceurs concernant Google Ads? Qu'il suffit de mettre un budget et de lancer une campagne pour avoir du succès. Ouais. Peut-être à court terme, ça peut fonctionner. À long terme, ça demande vraiment un travail de suivi précis, technique. Est-ce que tu penses justement, il y a ce phénomène au début pour garder l'attention du spender, de la personne qui dépense, Google rend un peu des résultats, tu vois, puis après il y a un palier, voilà, une fois que tu as franchi un tel seuil, t'as pas cette impression. Moi j'ai l'impression aussi sur Meta, c'est la même chose, c'est qu'au début il va te donner envie de revenir comme au casino, donc il va te faire gagner, puis tu vas dire ah ouais, c'est pas si compliqué que ça, en mettant 10 balles je fais 3 ventes, puis au final ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Est-ce que t'as pas cette sensation-là, ce sentiment-là aussi? Je pense qu'on pourra jamais le prouver. Google ça reste une boîte noire. On invite un mec de chez Google quand il veut pour nous dire comment ça se passe à l'interne. Exact, mais c'est clair que Google veut que tu continues à dépenser du budget sur Google. Donc, ils veulent proposer une place au soleil pour tous les annonceurs, toutes les entreprises. Donc, ils doivent faire des dilemmes à l'intérieur. Dans leur stratégie à eux, quelles entreprises ils mettent en avant, et ils doivent offrir un petit peu de succès à chaque entreprise. C'est ça. J'ai remarqué ça aussi dans la récurrence. Je bosse avec des mecs qui font de l'influence sur les réseaux sociaux. Et puis c'est vrai qu'au début, tu produis beaucoup pour essayer de capter l'attention de ton audience. Et les réseaux te fournissent peu parce que je pense qu'il y a une étape à passer. Tu vois, au bout de X milliers de vidéos, je dis n'importe quoi dans les chiffres, mais je pense qu'au bout de X milliers de temps que tu fais des vidéos X fois par jour, l'algo reconnaît que tu es un bon profil et que tu vas garder ton audience parce que tu produis régulièrement. Donc ils te font passer un petit step pour te garder. Parce que si tu fais 3 vidéos par jour pendant 6 mois puis que tu as 4 followers, tu vois, tu peux te barrer aussi sur une plateforme. Donc je pense qu'il y a tout des paliers. Je pense, je suis Bodor, qu'il y a des paliers un petit peu comme ça, un peu justement en disant bon, on va pousser jusqu'à temps. Puis dès qu'il arrive à passer ces 6 mois-là avec tant de contenu créé, c'est un bon profil qui va garder une audience sur notre application. Donc du coup, on va lui donner 1500 followers. Puis tout d'un coup, il y a un autre palier qui se forme et puis il faut rebosser un petit peu plus. Enfin, j'ai ce sentiment-là parce que c'est un peu, entre guillemets, la méritocratie, quoi. Alors, tu as toujours les gens qui diront oui, mais moi, j'ai fait une vidéo qui a eu 3 millions de vues. Mais de nouveau, on ne fait pas un cas général de quelque chose d'exclusif. Tu vois. Donc voilà, quoi. Et si demain, tu reprenais tout à zéro avec 1000 francs de budget publicitaire, quelle serait ta stratégie sur Google Ads? Une campagne par mot-clé précise pour capter les recherches pour mon produit ou mon service. Et puis une campagne performance max, on en discutait avant. Ouais. Donc la combinaison des deux, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Tu analyses les données des deux justement. Elles se nourrissent entre elles aussi. Ok, d'accord. Elles sont interconnectées alors? Oui, exactement. Okay, donc sur le compte, Google prend des informations et elles sont plus performantes ensemble que seules. D'accord, donc tu crées 2 campagnes performance max et une autre manuellement, par mot-clé. Et puis après, elles se nourrissent les deux. Exactement. Et donc du coup, elles se rendent un petit peu plus performantes. Elles remplissent des rôles différents. La campagne Performance Max, elle est là aussi pour la notoriété. Comme je disais avant, sur YouTube, sur des bannières de sites internet, on crée de la notoriété pour un nouveau service. Par exemple, si je suis nouveau dans une ville ou je propose un nouveau service ou un nouveau produit. Et puis la campagne par mots-clés, on est là quand quelqu'un cherche. Donc c'est extrêmement complémentaire. On vient planter la petite graine. Et une fois que la personne cherche le produit ou le service, on est présent avec la campagne par mots-clés. Ok, intéressant.
Et est-ce que justement les petites entreprises par rapport à ces campagnes de mots-clés, elles ont encore une chance face aux gros annonceurs qui eux disposent de budgets colossaux pour verrouiller entre guillemets un mot-clé? Est-ce que tu penses qu'il y a encore moyen de feinter, de trouver un subterfuge, faire de la piraterie ou c'est compliqué? Non, c'est possible. Ok. On a un client qui a une chambre d'hôte dans le sud de la France. Ouais. Et de temps en temps, il arrive devant Booking, pour pas les citer. Donc, c'est quand même possible de court-circuiter typiquement les gros annonceurs. Et Booking a probablement plus de budget que mon client sur Google Ads. Avec une chambre, ouais. Oui, exactement. Donc, si on fait de la qualité sur le site internet, si on fait de la qualité dans les paramétrages de Google, si on fait de la qualité au niveau de la création de la publicité, il y a des critères. Google, c'est un peu un dictateur. Ouais. Il veut que tu remplisses ces critères. Oui, il faut être donc, le bon élève. Si tu les remplis exactement, si tu es un bon élève, que tu remplis tous ces critères, eh ben, Google va aussi te récompenser, même si tu as un budget de 10 francs, 20 francs par jour. D'accord, donc tu peux de temps en temps passer devant des grosses sociétés. Majoritairement, c'est quand même compliqué, c'est ça? Parce que je vois des domaines, par exemple, si on prend la cosmétique, la beauté, si demain tu crées une marque de parfum ou de crème pour le visage, ça va être compliqué de passer devant certaines grosses marques, tu penses? Ou tu as quand même toi une petite stratégie pour justement essayer de court-circuiter ça et d'apparaître dans les recherches dans le ranking assez haut, quoi. Si le produit se différencie des produits faits par les grandes marques, comme tu dis, c'est vrai qu'en termes de budget, ils sont imbattables. Ouais. Donc on a trouvé d'autres chemins. Par exemple, on travaille avec des mots-clés extrêmement précis. Okay. Si typiquement ils produisent un service, ils proposent un produit qui est 100% biologique, on pourrait aller vraiment sur des mots-clés très précis. Crème pour le visage, 100% biologique, produite en Suisse. Ouais. Si quelqu'un cherche ça, là on va apparaître. Okay. Par contre, crème pour le visage, il y a tellement de personnes, tellement d'entreprises qui vont miser de l'argent pour être visibles que ça va être compliqué. Ok, très bien. Et à partir de quel budget justement une entreprise devrait-elle sérieusement envisager Google Ads? C'est une question qu'on a beaucoup. Ouais. Notre règle d'or, on va dire, c'est avec 10 francs par jour. Ouais. On peut déjà commencer à avoir des résultats. Ok. Ça fait un budget de 300 francs par mois. Ça dépend bien sûr du service, du produit qu'on propose, dans quelle zone on va être diffusé. Avec 10 francs par jour, tu ne peux pas être diffusé dans le monde entier. Mais si tu proposes un service, par exemple en Suisse romande, régional, ou dans un canton, dans une ville, ça c'est que tu peux clairement commencer à avoir du trafic sur ton site internet avec 10 francs par jour. Donc le message est bien de passer. C'est vrai que tu n'as pas besoin, parce qu'il y en a qui aussi pensent que c'est des budgets astronomiques. Mais avec 10 francs par jour, tu peux commencer à avoir des retours dans une zone délimitée géographique, quoi, une zone de challenge 10 qui ne soit pas non plus le monde. Mais tu peux avoir des retours, puis après justement augmenter tes budgets et avoir plus de... Parce qu'une fois que tu fais de l'argent qui rentre, tu peux réinvestir sur effectivement le développement publicitaire. C'est ce qu'on fait souvent avec nos clients. D'ailleurs, on commence par une petite zone, un petit budget, entre guillemets. Ouais. On collecte de l'info durant les 3 premiers mois. Il y aura toujours des corrections à faire, des adaptations, des tests. Et une fois qu'on a collecté de l'info, on sait ce qui fonctionne. Là, on ouvre les vannes, on augmente le budget. Le budget, ok, très bien. Et dans 5 ans, alors on revient sur peut-être le paramètre IA. Dans 5 ans, à quoi ressemblera justement, tu penses, ton métier de publicitaire sur Google, de SIA? J'aimerais bien avoir une boule de cristal. C'est difficile d'imaginer. On est quand même dans un moment charnière. Tu te projettes ou pas? Est-ce que justement tu anticipes ça par rapport à tout ce qui se met en place, IA ou pas IA ou des choses comme ça? Est-ce que on devra clairement. Clairement. Pas plus tard que ce matin, on en a discuté. Ouais. Donc c'est des discussions qui sont intéressantes. Je pense pour le moment, même Google, même les monstres de la tech, savent pas encore exactement où on va aller. À un moment donné, peut-être que les moteurs IA devront aussi monétiser leur service, donc peut-être faire de la publicité. On ne sait pas encore exactement comment ou quand, faudrait plutôt dire. Et à ce moment-là, c'est clair qu'une fois qu'il y aura de la publicité là-dessus, il y aura aussi des entreprises qui voudront être visibles sur ces moteurs-là. Est-ce qu'ils arriveront à concurrencer Google ou non? Est-ce que Google va garder le monopole qu'il a encore aujourd'hui? Encore beaucoup de questions, alors c'est pas encore très défini. Questions, Et justement, tous ces doutes-là ne te mettent pas un peu... ne t'angoisse pas un petit peu justement de ne pas savoir trop où on va, même si on sait qu'en étant entrepreneur, c'est généralement on sait pas où on va, quoi. Mais est-ce que justement tu te dis, t'as pas des moments où tu dis ouais, ça sert à rien tout ce que j'ai mis en place, parce que peut-être dans 3 mois, 6 mois, 3 ans, justement, ou est-ce que tu as déjà pensé à une réorientation, ou même si on fait que des suppositions du fait qu'on ne sait pas réellement ce qui va se passer, quoi. Non, évidemment, c'est une menace pour notre métier, tout simplement. En tout cas, la manière dont on le fait aujourd'hui, selon moi, il ne va pas disparaître complètement. Il va changer comme on discutait avant. Plus dans le conseil pour entreprise, conseil général, on va dire, sur toutes les affaires de l'entreprise, sur l'expérience utilisateur, l'expérience clientèle. Ça va clairement, je pense, dériver sur ça, et moins sur la création technique et la création du contenu lui-même, qui sera peut-être reprise par l'IA. Mais évidemment, j'en sais rien. Peut-être que dans 5 ans, notre métier va disparaître. Et moi, honnêtement, je suis quelqu'un de curieux. J'aime bien apprendre des choses.
Et si c'est pas ça, peut-être que ça sera autre chose. Est-ce que tu as un tuto, un YouTube, un livre à nous conseiller par rapport justement à la publicité Google qui peut informer notre audience là-dessus, si ceux qui veulent un peu approfondir les recherches? Est-ce que tu as un mec que tu suis sur YouTube qui te donne pas mal de tips, ou est-ce que tu as un petit bouquin à me proposer là-dessus, quoi? Bouquin, j'en ai pas, mais il y a la chaîne de Google Ads sur YouTube. Qui s'appelle Google Ads. Exactement. Okay. Qui propose des tutoriels quasiment pour tout ce qu'on peut rencontrer sur Google. En français aussi ou la plupart des vidéos sont en français, certaines en anglais, ça dépend. Mais là, on trouve des données. À nouveau, je reviens sur ce que j'ai dit au début. Parfois, ça reste superficiel. Ça ne va pas toujours répondre exactement à votre problématique, mais on trouve quand même des choses. Oui. Ok, en tout cas, merci pour cet échange. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose au podcast? Merci Dylan pour ton invitation. Un plaisir. C'était très intéressant de discuter de ça avec toi. Un plaisir. J'espère que je n'ai pas utilisé trop de métaphores. Écoute, on a relevé 3. La VAR en a relevé 3, donc ça va. C'est correct sur une petite demi-heure d'échange. Merci d'être venu. Merci et d'avoir échangé. Allez, à bientôt. À bientôt.